Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Il est 17h40. Nous sommes complètement à l'heure. Grand merci à vous pour votre présence. Vous le savez, les États généraux de la bioéthique 2018 sont lancés un peu partout en France et principalement en Bretagne avec différentes séquences dans plusieurs villes de notre région. Permettez-moi de vous présenter une première personne qui va fixer le cadre de ces interventions avant de vous présenter après cette partie qui va se dérouler en deux temps, en sachant que ces débats pour ces états généraux de la bioéthique sont là aussi pour faire remonter au niveau national des questionnements, des interrogations, votre vision, et c'est pour cela qu'un questionnaire vous est donné, qu'il doit être rempli pour faire remonter aussi tout ceci. Et à l'occasion, ce qui est très important, à l'occasion de cet échange ce soir, bien évidemment, il y aura 3 experts face à vous pour vous donner une lecture à la fois médicale, une lecture juridique, mais également une vision beaucoup plus philosophique. Il y aura dans la deuxième partie un temps d'échange où vous pourrez vous exprimer et ce qui sera dit, effectué, sera noté pour justement que ce questionnement soit remonté au niveau national. Alors il faut aussi vous dire que pour garantir la liberté d'expression du public, les enregistrements audio et vidéo sont interdits durant la conférence débat pour le public présent. Seule une société habilitée filme les échanges, mais en direction des intervenants. Ça veut dire que votre parole est complètement libre et anonyme. En aucun cas, elle ne peut être restituée sur des images vidéo ou sur du son. Donc voilà. Donc merci en tout cas de respecter cette chose qui permet vraiment le plus grand des anonymats pour que cette parole soit véritablement complètement libérée. Merci à Isabelle Bétrom. Vous êtes coprésidente du cercle éthique du Centre hospitalier de Bretagne-Atlantique et c'est à vous que revient l'honneur d'ouvrir ces échanges. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir à cette conférence débat Rencontre avec la société organisée par l'espace de réflexion éthique de Bretagne et le cercle éthique du Centre hospitalier Bretagne-Atlantique dans le cadre des États généraux de la bioéthique 2018. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement le directeur de l'espace de réflexion éthique de Bretagne, le professeur Bols, de nous avoir sollicité pour organiser à Vannes cette soirée et surtout permettre ainsi aux Morbihanais de participer à cette manifestation qui est nationale et citoyenne. Il ne peut malheureusement être avec nous ce soir et nous prie de l'en excuser. Je remercie également la mairie de Vannes pour l'aide apportée à l'organisation de cette conférence. Cette démarche n'aurait pas été possible sans l'intervention des experts des champs médicaux, juridiques et philosophiques présents à nos côtés. Je remercie sincèrement Madame Agatha Zelinski, le docteur Laurent Cloteau et le professeur Jean-René Binet d'avoir répondu à notre invitation, et ainsi que M. Beignet pour animer les débats. Nous vous remercions chacun de votre participation et nous vous souhaitons une rencontre débat enrichissante et fructueuse. Bonne soirée à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on peut vous applaudir. Merci Isabelle Bétrom. Agatha Zielinski, vous êtes maître de conférence en philosophie à la faculté de médecine à l'université de Rennes 1 et vous êtes membre du conseil d'orientation de l'EREB. Et c'est à ce titre-là, au titre de membre du comité d'orientation de l'espace régional éthique de Bretagne, que je vous souhaite la bienvenue et que je vais vous présenter en quelques mots le contexte dans lequel a lieu cette soirée. Donc chaque région de France est dotée d'un espace régional éthique institué par la loi. Et ce soir, cette séance est organisée dans ce cadre très particulier des États généraux de la bioéthique qui ont été lancés en janvier par le président du Comité consultatif national d'éthique, le professeur Delfrécy, en prévision de la révision des lois de bioéthique du 7 juillet 2011. Cette loi de bioéthique traite de questions majeures liées à l'action médicale, liées au progrès scientifique qui permettent de modifier et transformer profondément le corps humain, la biologie humaine. Une loi qui porte sur les dons et greffes d'organes, tout ce qui touche à la procréation médicale assistée, dont nous parlerons ce soir, aux tests et à la recherche génétique et aussi à la recherche sur l'embryon.
La loi a prévu d'être réévaluée et révisée au terme de 7 ans. 2011, 2018, on y est. Et la loi a aussi prévu que cette révision serait précédée par la tenue d'états généraux qui sont organisés donc, par le Comité consultatif national d'éthique. Celui-ci a chargé les espaces de réflexion éthique régionaux d'organiser dans chaque région des manifestations qui ont pour but de recueillir l'expression des avis, des opinions, des arguments des citoyens sur certains sujets de cette loi. Donc le but de la soirée et des autres manifestations organisées dans le cadre des États généraux de la bioéthique, le but est double. D'un côté, c'est d'apporter des informations qui peuvent être utiles à la compréhension des enjeux de ces questions bioéthiques. Voilà pourquoi il y aura 3 prises de parole ce soir. D'autre part, et surtout, de permettre l'expression libre des avis, des opinions, des arguments, des questionnements des participants à ces réunions. Donc, vos avis, vos arguments, vos questionnements. L'espace régional éthique va recueillir ce qui s'exprimera ce soir sous 3 modalités différentes. Alors, d'une part, il y a des membres de l'espace régional éthique qui vont prendre abondamment des notes sur ce qui se dira. D'autre part, vous avez reçu ce questionnaire anonyme, que nous vous demanderons de bien vouloir remplir à la fin du débat et de nous remettre en partant. Et puis, 3e modalité, vous êtes invités à laisser aussi des contributions écrites sur les sites Internet dédiés à ces États généraux de la bioéthique, soit sur le site de l'espace régional éthique de Bretagne, soit directement sur le site des États généraux de la bioéthique. Il suffit de taper ça sur Google ou tout autre moteur de recherche. Vous arriverez dessus et vous pouvez déposer vos avis. Ces avis, l'expression de vos arguments, de vos questions seront donc recueillis et synthétisés. Les documents de ces synthèses seront adressés au Comité consultatif national d'éthique, qui lui-même va faire une synthèse de tous les documents qu'il va recueillir dans la France entière, et un rapport qu'il remettra, comme le prévoit la loi, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques technologiques, qui est composé de députés et de sénateurs. Donc ces éléments de synthèse seront utiles pour l'élaboration ou la révision des nouvelles lois, mais évidemment, ce que vous direz ce soir ne sera pas forcément repris tel quel dans le projet de loi que le gouvernement formulera. Cela pour dire que, au terme, parmi vous, parmi toutes les personnes qui participent à ces États généraux, il y aura forcément des personnes satisfaites et des personnes déçues. Voilà, c'est un peu le contrat de départ de savoir ça. Un dernier point, c'est que la qualité des échanges et du débat de ce soir repose sur vous, sur ce que vous ferez, dans la manière dont vous allez vous emparer de ce temps d'échange. Et bien sûr, nous insistons sur la nécessité d'avoir des prises de parole ouvertes, respectueuses, une écoute bienveillante de ce qui s'échangera dans la salle. Donc pour que chacun puisse exprimer vraiment librement ses arguments et ses positions, il est bon d'accepter d'écouter les positions des autres. Il est bon que personne ne cherche à monopoliser la parole ou à imposer ses propres vues, que des associations militantes ne cherchent pas non plus à confisquer le débat, afin que toutes les questions puissent être abordées sans agressivité, mais aussi sans tabou. C'est vraiment un prérequis pour que ce débat soit vraiment un exercice de démocratie sanitaire, de démocratie en santé, pour pouvoir avancer sur ces questions importantes qui touchent à l'égalité, à la liberté et à la dignité de la personne humaine. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Agatha. Merci, Agatha Zielinski. Je vous le disais en préambule, 3 thématiques envisagées pour lancer ces débats, cet aspect à la fois
on va dire, médical, le regard vraiment juridique, et puis également cet angle un petit peu plus philosophique. Nous allons démarrer avec Laurent Cloteau. Vous êtes biologiste médical du Centre clinico-biologique d'assistance médicale à la procréation de Bretagne Sud. Merci de lancer un petit peu cet échange. Nous avons 1 heure répartie en 3 fois 20 minutes, et avec vous, nous allons parler de mise au point médico-scientifique, l'état des lieux des possibilités scientifiques, mais également des données médicales. Laurent Cloteau, on vous écoute. Merci. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités. Et donc nous représentons avec le docteur Véronique Joulou, qui est dans la salle, assise un petit peu plus loin, le Centre d'assistance médicale à la procréation de Bretagne Sud. Nous sommes ravis de participer à ces journées de bioéthique qui vont permettre de définir ensemble ce que pourrait être le cadre législatif, juridique du monde de demain concernant les sciences de la vie. Alors voilà, les sciences de la vie sont en perpétuelle évolution, et ces états généraux, à notre sens, doivent permettre aux citoyens de s'approprier l'état des connaissances actuelles afin de fixer les limites de l'utilisation des pratiques disponibles issues des sciences de la vie. C'est essentiel. Nous faisons partie du monde de la science, mais il est impératif, effectivement, que le citoyen, que la société se prononce sur les pratiques disponibles et définisse ce cadre législatif. Alors, je me suis servi du site, en fait, qui vous est tous accessible, en fait, du site des États généraux, sur lequel j'ai tiré ces images. Donc, en fait, vous voyez, 9 grandes thématiques, en fait, concernent ces États généraux de la bioéthique. Nous sommes réunis plus particulièrement pour parler de l'une d'entre elles, la procréation dans la société. Et c'est cette thématique que je vais développer devant vous ce soir. Alors aujourd'hui, quelles sont les règles qui encadrent l'assistance médicale à la procréation en France? Eh bien, c'est la précédente loi de bioéthique, la loi du 7 juillet 2011, qui précise ce cadre et qui précise plus particulièrement que l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple infertile médicalement constaté ou d'éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave à l'enfant ou à un des 2 membres du couple traité dans ce cadre. La loi définit d'autres notions. Elle interdit notamment la recherche sur les embryons. Elle interdit l'utilisation des embryons à des fins commerciales ou industrielles. Elle garantit l'anonymat dans le don et la gratuité de ce même don. Alors, juste petite précision, en France, en fait, l'Agence de la biomédecine, qui est une agence d'État, contrôle ces activités, les mesure, les évalue et surveille ces activités. Alors aujourd'hui, comment se passe en fait un traitement de l'assistance médicale à la procréation? Alors je ne vais pas vous noyer dans des détails médicaux, mais en gros, voilà, pour comprendre la complexité malgré tout d'un traitement et ce que ça engendre chez un couple, la première partie du traitement va s'adresser à une femme. Ce traitement est un traitement médical, un traitement médicamenteux, par voie injectable, assez lourd, qui dure plusieurs jours, qui est relativement coûteux et qui va interagir sur une cascade hormonale, mettre en jeu différentes hormones issues de différentes glandes de l'organisme pour agir sur les gonades, en l'occurrence les ovaires chez la dame. Ces traitements médicamenteux, donc par voie injectable, vont à la fois stimuler puis tour à tour inhiber une partie de ces cycles hormonaux pour permettre effectivement l'obtention de plusieurs follicules matures, en l'occurrence 1 ou 2 dans le cadre des inséminations intra-utérines et de l'ordre de la dizaine de follicules matures dans le cadre des fécondations in vitro. Alors ces fécondations in vitro permettront l'obtention d'embryons. Ces embryons subiront une culture embryonnaire au laboratoire qui durera quelques jours dans le cadre des transferts précoces, un peu plus longuement dans le cadre des cultures prolongées. Ces embryons pourront éventuellement être congelés. Ces embryons pourront éventuellement être analysés en vue d'éviter la transmission de pathologies génétiques ou chromosomiques particulièrement graves à l'enfant à venir. Les techniques d'assistance médicale à la procréation en France sont définies, sont autorisées par arrêté ministériel. Elles sont essentiellement au nombre de 2, l'insémination artificielle, l'insémination intra-utérine, où le patient, l'homme du couple infertile,
vient recueillir son sperme au laboratoire. Ce sperme est préparé, analysé. La fraction la plus mobile des spermatozoïdes est isolée et cette fraction est inséminée dans l'utérus à un moment choisi du couple d'une dame qui a précédemment subi le traitement que je vous ai montré sur la diapositive précédente. Cette technique permet d'obtenir des grossesses dans 10 à 15% des cas. Si elle ne suffit pas ou si elle n'est pas possible, les couples seront adressés en fécondation in vitro. La fécondation in vitro nécessite un traitement plus lourd, un passage au bloc opératoire, une ponction ovarienne qui va permettre d'aller chercher les ovocytes au sein des ovaires. Parallèlement, le patient, l'homme du couple infertile, aura recueilli son sperme au laboratoire dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation intraconjugale. Et ce sperme sera réinséminé au laboratoire, donc ex vivo in vitro, au sein de notre laboratoire, dans des milieux de culture ou micro-injectés, dans le cadre des fécondations in vitro avec micromanipulation, directement dans les ovocytes. Les ovocytes ainsi inséminés ou micro-injectés resteront quelques jours au laboratoire en culture embryonnaire. Les embryons issus de cette culture seront transférés au nombre de 1 ou 2 embryons, en espérant l'implantation de ces embryons au sein de l'utérus maternel. Je vous ai mis quelques images en fait pour l'exemple d'une fécondation in vitro avec micro-injection. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez vous représenter effectivement ce que représente ce traitement. Donc, l'image du dessus représente un de nos gynécologues qui est en train de ponctionner l'ovaire. Donc ça se passe au bloc opératoire après une petite anesthésie. Le gynécologue va donc ponctionner les ovaires, toutes les images folliculaires en fait disponibles au sein de ces ovaires, pour aller récolter donc les ovocytes au sein de ces ovaires. Les ovocytes, les 2 images que vous voyez sur la gauche représentent 2 ovocytes matures qui vont être, en l'occurrence sur cette image-là, micro-injectés, micro-manipulés pour permettre effectivement l'obtention d'un zygote, d'un œuf, d'un ovocyte en fait fécondé que vous voyez sur la droite en haut de l'image. Cet ovocyte fécondé deviendra un embryon à 3 cellules sur l'image qui y suit, puis un petit peu plus tard se transformera pour donner ce qu'on appelle un blastocyste, qui est un des embryons possiblement transférables. Alors, en France, l'assistance médicale à la procréation est prise en charge dans une limite. Cette limite, elle est réalisée par l'assurance maladie qui rembourse jusqu'à 6 tentatives d'insémination intra-utérine et 4 tentatives de fécondation in vitro dans le cadre d'un désir d'enfant. Cette prise en charge est limitée en France par l'assurance maladie à l'âge de 43 ans. De la même manière, l'assistance médicale à la procréation aujourd'hui en France ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse exclusivement à des couples qui ne sont mariés ou pas, mais assurément qui sont des couples hétérosexuels et consentants. Quelques chiffres pour que vous ayez une idée de la part de l'assistance médicale à la procréation dans le monde de la naissance en France. En 2015, 800 000 enfants sont nés en France et près de 25 000 de ces enfants sont issus des techniques de l'assistance médicale à la procréation, ce qui représente à peu près 3% en fait de l'ensemble de ces naissances. C'est un taux qui augmente année après année, de manière relativement faible, mais qui augmente malgré tout. Et les 2 petites images que j'ai issues du site de l'Agence de la biomédecine, agence qui encore une fois évalue et nous encadre sur ses activités, représentent pour le schéma, le diagramme de gauche, une image où vous voyez en fait la part de l'assistance médicale à la procréation intraconjugale, c'est-à-dire où les gamètes sont issus des 2 membres du couple, donc sans don. Et donc voilà, c'est pour vous représenter l'idée que près de 95% en fait de l'assistance médicale à la procréation concerne ces couples en intraconjugal. Donc c'est la très grande majorité en fait de nos actes en France. La seconde image vous permet de vous représenter la part des inséminations intra-utérines, technique entre guillemets la plus simple en fait en assistance médicale à la procréation, qui représente à peu près un quart en fait des indications d'actes d'assistance médicale à la procréation, et la fécondation in vitro et son corollaire, la congélation embryonnaire, qui représente les 3 quarts restants.
Pour vous fixer une idée non plus, je ne rentrerai pas dans le détail de ces diagrammes, bien que voilà, ils existent et ils sont disponibles sur le site de l'Agence de la biomédecine. Mais pour vous représenter les choses, à peu près 10 à 15% des inséminations intra-utérines permettent d'aboutir à une naissance d'enfant. Parallèlement, 20 à 30% des fécondations in vitro permettent d'aboutir à une naissance d'enfant. Voilà, c'est pour vous donner une idée des chances de réussite en assistance médicale à la procréation. Alors, quels sont les enjeux de la procréation médicalement assistée en France en 2018 et qui vont être l'objet de débats en vue de cette nouvelle loi de la bioéthique? Elles concernent tout d'abord le don de gamètes, le don de spermatozoïdes, mais plus particulièrement le don d'ovocytes. Aujourd'hui, le don en France est gratuit et anonyme. Alors, vous avez vu dans l'actualité, effectivement, l'anonymat est, semble-t-il, un peu remis en cause, ou du moins, on voit qu'effectivement, certains enfants issus d'AMP avec donneur sont en demande de recherche de paternité. Donc, c'est un débat qui s'ouvre aujourd'hui. Le deuxième thème autour de ces dons, c'est l'insuffisance des donneurs qui pose problème, notamment au niveau des donneuses d'ovocytes, qui sont relativement rares en France et parfois plus nombreuses à l'étranger, et ce qui justifie la migration de certains couples infertiles vers des pays limitrophes pour réaliser des assistances médicales à la procréation avec des donneuses d'ovocytes en nombre plus important. Faut-il réserver, comme c'est le cas aujourd'hui, la préservation des ovocytes aux femmes subissant des traitements infertilisants, ou faut-il l'élargir pour des indications sociétales, à savoir pour un projet de vie qui ne permet pas toujours de faire de la place à un désir d'enfant dans les premières années d'adulte, et de permettre de le garantir un peu plus tardivement dans la vie. Faut-il autoriser l'assistance médicale à la procréation dont un des membres du couple, plus particulièrement l'homme, est décédé, ce qui arrive effectivement avec, par exemple, des embryons conservés pour un couple dont l'homme va décéder après avoir réalisé cette fécondation in vitro. La question est posée également pour les dons de sperme, ou plutôt, autant pour moi, les spermes autoconservés d'hommes pareils décédés. Et donc, peut-on autoriser l'utilisation de ces gamètes après le décès de l'homme? C'est une question... alors, aujourd'hui, c'est interdit en France, c'est autorisé dans d'autres pays. Ça peut faire l'objet d'une question. Faut-il autoriser l'accès, comme c'est le cas dans d'autres pays, à l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules ou aux couples de femmes? Faut-il rentrer dans la loi un âge limite pour l'homme du couple infertile ou pour la femme? Aujourd'hui, encore une fois, la seule limite en France, c'est une limite liée à la prise en charge par l'assurance maladie, fixée à 43 ans, je vous le rappelle, pour la femme. Faut-il autoriser la gestation pour autrui? Donc ça n'est pas à proprement parler de l'assistance médicale à la procréation, mais elle est autorisée dans certains pays. Elle est interdite aujourd'hui en France. Et a fortiori, faut-il l'autoriser pour les couples homosexuels masculins? Enfin, faut-il autoriser le dépistage préimplantatoire des embryons pour tous les couples infertiles, pour toutes les tentatives d'assistance médicale à la procréation, sachant qu'aujourd'hui, il est réservé exclusivement à la recherche de maladies génétiques ou chromosomiques graves et limité dans ce cadre. En tout état de cause, ces différents thèmes devront être débattus et un choix devra être fait par le législateur en tenant compte du souhait de ces parents qui datent souvent de nombreuses années de devenir parents, ce qu'on peut appeler le droit à l'enfant, et réfléchir au meilleur environnement possible de l'enfant qui n'est pas encore né, ce qu'on peut résumer en droit de l'enfant. Et donc le législateur aura à tenir compte
dans le cadre de cette loi, de cette nécessaire balance, de ce nécessaire équilibre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Laurent Cloteau, pour bien lancer cette thématique autour vraiment de ce regard médical. On va poursuivre avec vous, professeur Jean-René Binet. Vous êtes professeur de droit privé à la faculté de droit et sciences politiques à l'université de Rennes 1. Vous êtes également membre honoraire de l'Institut universitaire de France et directeur scientifique de la revue Droit de la famille. On vous écoute pour avoir cette lecture très juridique de cette thématique qui nous anime cet après-midi ici à Vannes. Bien, merci beaucoup Monsieur Beignet, merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler ce soir de questions juridiques autour de l'assistance médicale à la procréation. Alors le juriste n'est pas le spécialiste de l'assistance médicale à la procréation, le spécialiste c'est le médecin, vous venez de l'entendre, et le juriste n'est pas non plus le spécialiste du PowerPoint, et donc il n'en a pas. Et il essaiera malgré tout d'avoir un propos clair et compréhensible pour vous permettre de saisir de quelle manière la loi française encadre les pratiques d'assistance médicale à la procréation depuis que ces pratiques existent. La loi est intervenue en 1994 pour encadrer des pratiques qui avaient cours et qui s'étaient organisées dans un cadre où les médecins, pour l'essentiel, avaient déterminé eux-mêmes quelles règles ils devaient suivre et quelles situations ils devaient prévoir pour l'enfant à naître de ces pratiques. Lorsqu'en 1994, le législateur est intervenu, il a, pour l'essentiel, repris des règles qui avaient été forgées par la pratique médicale. C'est assez important de le dire. Le législateur n'a pas imposé aux médecins des règles. Les règles venaient de la pratique médicale antérieure. Cette loi, promulguée en 1994, enfin il y en a eu plusieurs, mais celle qui nous préoccupe est la loi relative à l'assistance médicale à la procréation. Cette loi fait l'objet de révisions périodiques. Celle de 1994 a été révisée en 2004, celle de 2004 a été révisée en 2011 et celle de 2011 est en cours de révision, vous l'avez bien compris. Ces révisions ont pour objectif de veiller à l'adaptation constante de la loi aux questions qu'elle régit. La loi évolue en fonction des avancées médicales, des progrès médicaux, elle évolue aussi en fonction de l'évolution de la société elle-même. Et bien pour le législateur, la question est de savoir dans quel sens, évidemment, il convient d'aller et de quelle manière il faut procéder pour faire évoluer la loi. Alors, une des techniques qui pourrait être utilisée serait de considérer que dès lors que des pays environnants autorisent certaines pratiques nouvellement apparues ou plus anciennes, eh bien, la France ne doit pas rester comme une île isolée au milieu d'un océan de règles différentes et elle devrait suivre ce qui se fait dans les autres pays. Alors, une telle démarche nierait la souveraineté nationale. Le législateur français est bien libre de faire le droit qu'il veut et d'avoir un droit différent de ses voisins. Cette technique n'est donc pas la bonne. Une autre technique qui ne serait pas la bonne serait de considérer que tout ce qui est techniquement possible a vocation à être légalisé, autorisé. Et évidemment, si le législateur procède de cette manière-là, cela reviendrait à laisser les scientifiques ou les innovations scientifiques gouvernées, et ce ne serait pas non plus une bonne manière pour le législateur d'envisager son office. Et donc la méthode que le législateur entend appliquer, depuis 2011 en tout cas, c'est de prendre le pouls de l'opinion, savoir quelles sont les aspirations profondes du corps social, ce qui ne peut se faire par le recours au sondage d'opinion qui, sur des questions aussi complexes, ne révèle pas grand-chose, et qui nécessite la réunion d'états généraux de la bioéthique. Et vous l'avez compris, c'est ce que nous faisons ce soir, tous ensemble, en essayant d'apporter des éléments pour ensuite entendre quels sont vos avis et quelle est votre opinion. Alors ce droit français de l'assistance médicale à la procréation, il est tel qu'il est aujourd'hui, le droit actuel, il pourrait évoluer, le droit de demain. Le droit actuel, on le connaît, en tout cas on peut le connaître. Le droit de demain, on ne le connaît pas encore. On peut l'imaginer, et on peut l'imaginer au travers des pistes d'évolution qui ont été proposées, notamment par le Comité consultatif national d'éthique, mais aussi par un certain nombre d'organismes. Alors je vous présenterai d'abord le droit actuel, un peu plus longuement, parce que ce sont des choses qui sont certaines, et puis j'envisagerai ensuite quelques pistes d'évolution et j'esquisserai les conséquences que ces évolutions pourraient produire. Alors, s'agissant du droit actuel, de l'assistance médicale à la procréation, il est important de savoir que la loi française est marquée par
l'existence d'une volonté très claire du législateur de permettre à l'enfant à naître des techniques d'assistance médicale à la procréation de bénéficier d'une filiation crédible. Tout dans la loi est fait pour que l'enfant puisse faire comme si il était né, comme naissent tous les enfants, sans recours à une technique. Alors faire comme s'il était né de cette manière-là, le croire, ou faire semblant d'y croire, faire en sorte que la société y croit, si c'est son souhait également. Et cet esprit général de la loi française se traduit tant dans les techniques qui sont autorisées que dans les conditions d'accès qui sont prévues, que par les conséquences qui sont produites par le recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Alors les techniques, d'abord, je serai assez bref, ça vous a été exposé, les techniques d'assistance médicale à la procréation, ce sont les techniques d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro, de conservation des gamètes, de congélation des embryons. Et ces techniques, selon les cas, et ça vous a été très bien expliqué, donc je vais très vite sur le sujet, selon les cas, elles peuvent nécessiter l'apport d'un gamète extérieur ou pas. Dans ce cas, on parlera de technique exogène, et si elle ne nécessite pas l'apport de gamètes extérieurs, lorsqu'il s'agit d'une technique intraconjugale, on pourra parler d'une technique endogène. Alors pourquoi est-il important de les distinguer? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on va en venir aux conséquences produites par les techniques d'assistance mises en œuvre, les conséquences juridiques, eh bien, nous verrons que cette distinction produira un effet important. Donc, j'en dis pas plus pour les techniques, vous avez tout saisi désormais. Simplement pour dire d'un mot que si certaines techniques sont autorisées, toutes celles qu'on a déjà vues, d'autres sont rigoureusement interdites. Alors ça vous a été évoqué pour la gestation pour autrui, elle est interdite en droit français, elle est interdite de manière très claire depuis un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1991, puis par la loi depuis 1994. C'est aujourd'hui l'article 16-7 du Code civil qui prévoit cette interdiction. Ce n'est pas la seule technique interdite, c'est celle à laquelle on pense le plus spontanément, mais une autre technique qui est interdite est la technique du clonage. Alors s'agirait-il d'une technique d'assistance médicale à la procréation? On pourrait l'imaginer, mais en tout cas c'est interdit rigoureusement par l'article 16-4 du Code civil. Et la loi a sorti ici l'interdiction d'une sanction très lourde, puisque tout auteur de cette infraction, qui consisterait à faire naître un enfant identique à un enfant déjà existant, vivant ou ayant vécu, serait passible de sanctions véritablement lourdes, 30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 € d'amende. C'est donc un interdit très, très fortement marqué par la loi. Donc voilà pour les techniques. Les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. Ces conditions d'accès permettent d'envisager deux hypothèses. La première hypothèse est celle où le couple est en état d'infertilité. La deuxième hypothèse est la situation dans laquelle on veut éviter la transmission d'une maladie. Alors je dirai un mot de chacune de ces deux hypothèses. S'agissant de la première, celle qui est fondée sur la stérilité, la condition posée par le Code de la santé publique est qu'il faut nécessairement constater, diagnostiquer une infertilité pathologique pour permettre au couple d'accéder à l'assistance médicale à la procréation. Et le diagnostic de l'infertilité doit être véritablement la première étape de la prise en charge des demandeurs à accéder à l'assistance médicale à la procréation. La deuxième indication médicale de recours à l'assistance médicale à la procréation est celle qui vise à éviter la transmission d'une maladie, transmission d'un membre du couple à l'autre, comme une maladie infectieuse ou sexuellement transmissible, en réalité, par exemple le VIH, ou alors pour éviter la transmission d'une maladie du couple à l'enfant, enfin d'un des deux membres du couple à l'enfant. Et dans cette deuxième hypothèse, le couple se sait porteur d'une affection héréditaire parce que l'un des deux membres du couple l'a subi lui-même, ou que dans son ascendance, il se trouve des personnes qui ont eu cette maladie héréditaire. L'accès à l'assistance médicale à la procréation permettra de féconder des embryons sur lesquels seront effectués des diagnostics, et le diagnostic préimplantatoire permettra de sélectionner un ou plusieurs embryons indemnes de la maladie considérée qui seront transférés.
et ainsi, eh bien, on aura évité la transmission de la maladie. Donc ces deux indications permettent d'inscrire le recours à l'assistance médicale à la procréation dans un contexte totalement médical. Les autres conditions sont celles qui sont liées au couple, puisque seul un couple peut avoir accès à l'assistance médicale à la procréation, ça vous a été dit. Alors il faut un couple. Alors qu'est-ce qu'un couple? Eh bien, ça peut être un couple de personnes mariées, ça peut être aussi un couple de personnes qui ne sont pas mariées, mais qui sont véritablement un couple. C'est-à-dire pas deux personnes qui se rencontrent dans la rue et qui se prétendent ensuite dans un centre d'assistance médicale à la procréation. Il faut en réalité ici avoir soit un couple de concubins, soit un couple de partenaires pacsés. En tout cas, il faut une certaine stabilité, même si le terme ne figure plus véritablement explicitement dans la loi, c'est tout de même exigé. Ce couple stable, donc, vous l'avez compris, doit être formé d'un homme et d'une femme. Un homme et d'une femme, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour inscrire cette condition dans le cadre général. Pour que l'enfant puisse bénéficier d'une filiation crédible, il faut qu'il naisse d'un homme et d'une femme. Et c'est la raison d'être de cette condition. Cet homme et cette femme, toujours pour la même raison, doivent être vivants. Ce qui est interdit, mais ça vous a déjà été dit, c'est l'insémination post-mortem, après le décès de l'homme du couple, et le transfert de l'embryon post-mortem. Les deux sont interdites, ne posent pas les mêmes questions, mais font l'objet de la même interdiction de par la loi. L'homme et la femme doivent être en âge de procréer, ça vous a également été dit. L'âge de procréer n'est pas fixé de manière précise dans la loi. Le repère que l'on a, c'est la prise en charge par la sécurité sociale, 43 ans. Mais le juge exige que la détermination de l'âge de procréer, quant à l'acceptation d'un couple en assistance médicale à la procréation, se fasse in concreto, c'est-à-dire au regard de la situation particulière de ce couple, et non pas in abstracto, c'est-à-dire considérer que pour toutes les femmes, c'est 42, moins de 43, donc 42, et pour tous les hommes, eh bien, quel pourrait être l'âge, 65 ans, quelque chose comme ça, voilà. En réalité, il faut une appréciation in concreto, et on peut imaginer, évidemment, que ce ne sera pas facile pour les médecins qui, ici, sont livrés à leur science pour déterminer si le couple, au regard de sa situation particulière, est ou non en âge de procréer. Ce couple doit exprimer son consentement à bénéficier à l'assistance médicale à la procréation. Alors il l'a demandé d'abord, on n'est pas allé le chercher, mais ensuite il faut qu'il consente aux techniques qui seront employées, et ce consentement doit être un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire que les techniques qui seront utilisées doivent avoir été expliquées, le couple doit avoir compris de quoi il s'agissait, et alors il pourra exprimer un consentement. Ici, on est sur une règle très très générale de droit médical, qui se double, s'agissant de l'assistance médicale à la procréation, d'un formalisme particulier lorsqu'il est fait appel à une technique exogène. Dans ce cas, en effet, le consentement du couple doit être exprimé de manière particulièrement solennelle, soit devant un notaire, soit devant le tribunal de grande instance. Alors, à chaque fois qu'on a recours à la médecine, on ne doit pas consentir devant le notaire, vous en doutez bien. Ici, on a affaire à un formalisme particulièrement important. Ce n'est pas par hasard. Ce formalisme est particulièrement important en raison des conséquences des conséquences proprement juridiques que produit le recours à l'assistance médicale à la procréation. Ces conséquences juridiques, elles tiennent en un mot, c'est la filiation. En réalité, l'objet de tout cela, c'est l'établissement du lien de filiation. Et cet établissement du lien de filiation, eh bien, il se produira de manière différente selon qu'on a affaire à une technique endogène ou si l'on a affaire à une technique exogène. S'il s'agit d'une technique endogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'apport de gamètes extérieurs, fécondation in vitro ou insémination avec le sperme, avec les gamètes des deux membres du couple, dans ce cas, la filiation s'établit et se conteste selon les mêmes règles que toutes les hypothèses de filiation charnelle. C'est-à-dire que si le couple est marié, la femme qui met au monde l'enfant est présumée être sa mère, en toute hypothèse. Si elle est mariée, son mari est présumé être le père de l'enfant. Si le couple n'est pas marié, il suffira à l'homme de reconnaître l'enfant pour établir à son égard un lien de filiation. Et cette filiation pourra être contestée selon les voies du droit commun, c'est-à-dire que si celui que la loi a désigné comme étant le père estime qu'il ne l'est pas, il peut agir en contestation de paternité, et la preuve biologique permettra de déterminer si en effet le lien de filiation est véridique ou pas.
Lorsqu'il s'agit d'une hypothèse de procréation exogène, on se doute bien qu'on ne va pas pouvoir avoir affaire à la vérité biologique pour la contestation ou l'établissement du lien de filiation. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été fait recours à une procréation exogène, le couple a consenti particulièrement à l'emploi de cette technique. Il s'engage également à ce que la filiation de l'enfant ne puisse être contestée. C'est-à-dire que dans cette hypothèse, la filiation ne pourra jamais être contestée. Si le couple est marié, la présomption de paternité permet d'établir la filiation de l'homme. Si le couple n'est pas marié, il faudra une reconnaissance. Si l'homme ne voulait pas reconnaître l'enfant, le juge pourrait l'y contraindre et établir d'autorité le lien de filiation à son égard. Donc la filiation doit être établie et elle ne peut être contestée. Et par ailleurs, aucun lien de filiation ne peut être établi à l'égard du donneur, quand bien même on le retrouverait. Si l'enfant né d'un don de sperme retrouve, comme c'est le cas d'Arthur Karl-Malweisen, le donneur de sperme, il ne peut établir de lien de filiation à son égard. La filiation de l'enfant est complète. Il a une mère et un père. Cette filiation est incontestable et donc il n'y a plus de place pour le donneur, qui la plupart du temps est anonyme et qui, même s'il est retrouvé, ne peut jamais devenir un autre père. Alors, quels changements pourraient intervenir? Alors, on lit ici ou là des propositions de modification, on verra bien si elles aboutissent. On voit les changements, on envisagera ensuite rapidement quelles conséquences ces changements pourraient produire. S'agissant des changements, ils pourraient porter soit sur les techniques, soit sur les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. S'agissant des techniques, il pourrait s'agir d'autoriser ce qui est interdit aujourd'hui, c'est-à-dire la gestation pour autrui. Ce pourrait être autorisé, en tout cas c'est souhaité par certains, envisagé parfois, c'est une hypothèse que l'on peut envisager. Ce qui pourrait également évoluer, c'est ce qui concerne l'anonymat du donneur, soit que la règle d'anonymat soit supprimée, soit qu'on prévoit une possibilité pour l'enfant d'avoir un accès à ses origines. Enfin, ce qui pourrait également évoluer, c'est une possibilité de permettre l'autoconservation ovocitaire, mais pour les raisons qui vous ont été expliquées précédemment. Donc voilà les changements qui pourraient être produits s'agissant des techniques. S'agissant des conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation, eh bien, si l'on ouvrait l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules, cela signifierait qu'on supprime la condition d'altérité sexuelle qui prévaut aujourd'hui. Si l'on ouvrait l'assistance médicale à la procréation j'ai dit aux femmes seules, c'est ce que j'ai dit? Oui, alors je me suis trompé, excusez-moi. Aux couples de femmes, on supprimerait l'altérité sexuelle. Si on l'ouvrait aux femmes seules, on supprimerait l'exigence d'avoir affaire à un couple. Et donc, ici, ces conditions seraient modifiées. Alors, quelles conséquences pourraient être ou devraient être tirées de telles modifications? Bien, selon les modifications, les conséquences seraient différentes. S'il s'agissait d'autoriser la gestation pour autrui, il faudrait à l'évidence organiser la manière dont les relations s'organisent entre la mère porteuse et le couple qui y a recours, la manière aussi dont doivent être organisées la remise de l'enfant, éventuellement le paiement ou l'indemnisation de la mère porteuse. Il faudrait aussi envisager de quelle manière doit être établi le lien de filiation à l'égard non pas de la mère porteuse, mais à l'égard de la femme qui a souhaité avoir cet enfant, puisqu'elle ne l'aura pas mis au monde. Donc la présomption voulant que la femme qui accouche est la mère de l'enfant ne pourrait fonctionner. Il faudrait donc prévoir une autre règle, et il faudrait également prévoir une règle permettant d'établir le lien de filiation à l'égard de l'homme, ou à l'égard d'une autre femme, ou enfin de deux hommes, enfin, quelles que soient les modalités qui seraient envisagées. Si le changement portait sur l'anonymat du donneur de gamètes, eh bien, les conséquences qui pourraient en être tirées par la loi, c'est de prévoir de quelle manière l'enfant né du don de gamètes peut accéder à ses origines. Alors, une hypothèse avait été prévue, une tentative avait été faite en 2011. Peut-être que c'est cette tentative qui serait renouvelée, qui consistait à prévoir que l'enfant, âgé de 18 ans, se sachant né d'une insémination avec tiers donneur, peut demander à avoir accès à des données, et on distinguait alors deux types de données, les données non identifiantes, l'âge du donneur, sa catégorie socio-professionnelle, les motivations de son don, enfin un certain nombre d'éléments auxquels l'enfant pouvait avoir accès
automatiquement, dès lors qu'il le demandait. Et puis les autres informations, celles qui portent sur l'identité, il ne pouvait y avoir accès que si le donneur, informé de la volonté de l'enfant, acceptait que soit levé l'anonymat. Donc on verra bien comment les choses se passent, mais ce pourrait être une conséquence. Et enfin, s'il s'agissait de modifier les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation, eh bien là, la première conséquence serait une remise en cause de l'esprit général de la loi, vous l'avez compris, cet esprit général qui consiste à conférer une filiation crédible à l'enfant, et puis surtout ce contexte totalement médical du recours à l'assistance médicale à la procréation qui n'existerait plus. Il faudrait aussi modifier les règles qui sont relatives à la filiation. Et là, il pourrait s'agir d'un chantier assez important, puisque l'enfant né dans un couple de femmes, par exemple, ayant eu recours à l'assistance médicale à la procréation, verrait son lien de filiation établi à l'égard de la femme qu'il a mis au monde de façon automatique, par la présomption de maternité. Ça ne poserait pas de difficulté particulière. En revanche, vis-à-vis de l'autre femme, il faudrait prévoir les modalités d'établissement de la filiation. Ce pourrait être par la voie de l'adoption, comme ça se fait actuellement lorsque des couples ont recours à une insémination artificielle à l'étranger. Ce pourrait être aussi, on peut l'envisager, par une modification des règles d'établissement du lien de filiation dans le cadre de la filiation charnelle, c'est-à-dire le titre 7 du livre 1er du Code civil. Mais alors là, il faudrait modifier un certain nombre de règles, les règles d'établissement du lien de filiation, et puis aussi les règles visant à la contestation du lien de filiation. Toutes les règles relatives aux actions en filiation devraient être modifiées. Enfin, ça ferait un chantier assez important, je crois. Mais enfin, on n'entre pas dans le détail. Je pense que j'ai assez parlé, suffisamment longtemps, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à vous, professeur. Merci, professeur Jean-René Binet, pour cet éclairage, là encore, très précis. On va envisager l'angle beaucoup plus philosophique de notre thématique à présent avec Agatha Zielinski, maître de conférence en philosophie à la faculté de médecine et à l'université de Rennes 1. Vous êtes membre du conseil d'orientation de l'EREB. On vous écoute, Agatha. Alors si on regarde les choses avec le regard d'un ou d'une philosophe, d'abord je vais commencer par poser une question très générale, mais qui est un peu la question fil rouge pour toutes ces questions de bioéthique, et donc en particulier ce soir l'assistance médicale à la procréation. La grande question de la bioéthique, dans un contexte d'innovation scientifique et technique très rapide, c'est est-ce que tout ce qui est possible, techniquement possible, scientifiquement possible, est nécessairement bon? Ou dit autrement, vous voyez, j'ai fait d'autres formulations, faut-il faire une chose juste parce qu'elle est techniquement possible? Ou dit encore autrement, doit-on faire quelque chose parce qu'on peut le faire? Vous voyez, qu'est-ce qui est sous-jacent à ces questions? C'est la différence entre une possibilité matérielle, concrète, on peut techniquement... qu'est-ce qu'on peut? On peut techniquement, par exemple, la gestation pour autrui, c'est techniquement possible. On peut le faire. Doit-on le faire? C'est une question de décision morale ou de décision selon des valeurs. Donc vous voyez, l'arrière-fond de toutes ces questions, c'est il y a des possibilités concrètes, et au nom de quelle valeur, au nom de quelle référence morale, au nom de quelle conviction, on va dire oui, on va dire non, peut-être, on va dire peut-être aussi. Donc, quels critères de discernement, de décision on va se donner? C'est un peu ça l'arrière-fond général de notre questionnement ce soir. Et voyez bien, la réponse n'est pas donnée à l'avance. Les réponses sont plurielles. Autrement dit, l'exercice qui est requis de nous, c'est d'essayer de nous entendre sur des visions différentes de ce qui est bon ou de ce qui est le bien. Autrement dit, on est bien dans un contexte de débat de valeurs. Et alors quand je vous dis il s'agit de s'entendre sur des visions du bien, évidemment, je joue sur les mots. C'est-à-dire s'entendre, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord s'écouter, c'est la nécessité de s'écouter sur des options différentes. La question, c'est s'entendre dans un autre sens, c'est tomber d'accord. Est-ce qu'il est possible ou pas de tomber d'accord? Et en tout cas, et c'est ce qui est tout à fait souhaitable pour ce type de conférence-débat comme ce soir, se laisser déplacer. Se laisser déplacer, c'est-à-dire, et c'est le rôle du questionnement éthique, c'est le rôle profond du questionnement éthique, c'est de nous mettre dans une capacité à changer de regard.
nous arrivons tous avec soit des convictions très fortes, soit un questionnement ouvert, mais quoi qu'il en soit, ce qui est souhaitable dans un contexte comme le nôtre de questionnement éthique, c'est de repartir en étant capable de penser un peu autre chose que ce avec quoi on était arrivé. Ce qui ne veut pas dire nécessairement renoncer à des convictions, mais ça veut dire élargir le champ de nos arguments, élargir notre manière de voir. Si on regarde plus précisément le thème de l'assistance médicale à la procréation, ce que je vais vous proposer dans les quelques minutes que nous avons ensemble là, c'est de questionner les représentations sous-jacentes à un certain nombre de concepts qui sont vraiment en jeu sur ce thème de l'assistance médicale à la procréation. Qu'est-ce que j'appelle questionner les représentations? Eh bien, c'est que nos convictions, elles sont soutenues par des valeurs ou des opinions qui sont sous-jacentes et dont on n'a pas nécessairement conscience. Donc ce que j'aimerais, c'est en faire venir au jour quelques-unes, notamment en ce qui concerne les représentations de l'individu, et en particulier sur le thème de la liberté et du corps, les représentations de la société que nous avons, et puis les représentations de la médecine qui sont en jeu sur le thème de l'assistance médicale à la procréation. Alors d'abord, nos représentations de l'individu que je situe vraiment dans notre contexte occidental. Je suis sûre que dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, dans d'autres coins du monde, on ne discuterait pas du tout de la même façon que nous allons discuter ce soir. Donc moi, je parle de ce contexte occidental. Et dans notre contexte, aujourd'hui, l'individu est beaucoup défini par ses choix. Les choix de vie, les choix d'orientation professionnelle, bon, vous allez compléter la gamme. Et moi, je vais même jusqu'à dire que nous sommes dans une société du « c'est mon choix ». Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous nous en rendions compte ou pas, nos mentalités sont, pour une bonne part, façonnées par la société dans laquelle nous sommes, qui est une société de consommation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous raconter mon histoire du rayon de yaourt. Vous allez faire les courses au supermarché et vous êtes face au rayon de yaourt. Vous visualisez là la travée? Eh bien, une fois, j'allais faire des courses comme ça avec une connaissance, un ami qui était originaire d'Afrique subsaharienne. Et donc, on commence nos courses, le caddie, tout ça, et puis on arrive au rayon des yaourts. Et là, il se tourne vers moi, il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Je lui dis « On va faire nos courses ». Je le regarde, et là, tout à coup, dans son regard, je vois ce truc qui devient, du coup, pour moi, le symbole de la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, vous imaginez le choix qu'on a. Alors, j'ai jamais compté le nombre de types de yaourts possibles, mais s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à le faire, je suis preneuse du résultat. C'est-à-dire, et il y a un vertige qui nous prend. Il y a un vertige qui nous prend, c'est mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, effectivement, d'où ça vient d'avoir tout ce choix? Et alors, ce que j'en tire de cette petite expérience, c'est que, au fond, donc, nous sommes façonnés par cette possibilité de choisir un produit qui sera hyper particulier selon nos envies, nos besoins, nos désirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je veux du yaourt de brebis bio, allégé, lait de brebis originaire de Bretagne ou d'Auvergne ou du Sud-Ouest, tout ce que vous voulez, au citron, c'est possible. C'est possible. Voilà. Et quand je dis que nos mentalités sont façonnées par ça, c'est-à-dire que du coup, nous attendons de la société qu'elle fonctionne un peu sur le modèle du supermarché, c'est-à-dire qu'elle nous fournisse, ou en tout cas qu'elle maintienne un accès possible à des produits qui puissent satisfaire nos envies, nos besoins, nos désirs. Peut-être il faudrait préciser la différence entre les trois, mais peu importe. Donc, on attend de la société qu'elle nous assure la diversité et la disponibilité des produits que nous souhaitons avoir. Je le dis rapidement. L'une des questions que moi je pose à ce modèle, ou en tout cas à nos mentalités façonnées par ce modèle, c'est est-ce que tout ce avec quoi nous sommes en relation, en rapport,
peut se penser sur le mode du produit, du yaourt, si vous préférez. C'est-à-dire, c'est quoi un produit? C'est quoi les choses qui sont pensées sur le modèle du produit de consommation? Ben, c'est les choses que nous avons sous la main. Alors, je reprends l'expression d'un philosophe allemand qui s'appelle Heidegger et qui parle comme ça des choses, des outils ou des produits. C'est quoi avoir quelque chose sous la main? Ben, c'est quelque chose qu'on peut manipuler à sa guise. C'est quelque chose qui est à ma disposition. C'est quelque chose que je maîtrise, que je peux faire fonctionner. Bon, un produit, c'est quelque chose qui a une fonction assignée, mais dont l'usage va dépendre de moi. Autrement dit, les produits, les objets, les outils, ce sont des choses sur lesquelles j'exerce mon pouvoir, qui sont à ma disposition. À partir de là, il y a une autre question qui se pose, c'est la question du critère de l'utilité. Les produits sont définis par leur utilité, c'est-à-dire par la satisfaction qu'ils vont m'apporter. Le risque, c'est de voir tout ce qui m'entoure finalement au prisme de l'utilité, de la satisfaction personnelle. Et le risque corollaire, c'est le risque de rejeter ou de mettre à l'écart tout ce qui ne me paraît pas utile, c'est-à-dire ce qui ne m'apporte pas directement une satisfaction. La question qui se pose là, c'est quelle place on va laisser à la gratuité. Et l'ultime question, en interrogeant ce modèle de la consommation qui nous façonne, c'est que les personnes ne sont pas des produits. Et plus exactement, ce que je vous décris du rapport aux produits, aux objets, on ne peut pas le transposer tel quel à nos relations aux personnes. Pourquoi? Je ne donnerai finalement qu'une seule raison, c'est-à-dire autant je vous dis, le produit, il dépend de moi, il est manipulable, j'exerce sur lui mon pouvoir, il est sous la main, il est à ma disposition. La rencontre d'autrui, elle provoque nécessairement des surprises. Autrui n'est pas maîtrisable. Autrui me surprend, autrui vient bouleverser mes plans, mes attentes, et même le besoin, l'envie, le désir que je peux avoir de lui. Je ne maîtrise pas tout dans la rencontre avec autrui. C'est un peu la différence entre la rencontre et la relation avec les choses ou les produits. Et il y a un philosophe français, Emmanuel Lévinas, qui dit finalement l'existence d'autrui est comme une limite à mon pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra aussi interroger et discuter. Maintenant, les représentations de la liberté sous-jacente à ce questionnement sur l'assistance médicale à la procréation. Là, je vais vous évoquer un peu 3 manières de définir ou d'aborder la fameuse liberté, le « c'est mon choix ». D'abord, dans le contexte médical. La liberté, elle se manifeste surtout à travers le consentement requis du patient. Et la loi nous dit, on l'a vu tout à l'heure, que ce consentement doit être libre et éclairé. Donc libre, ça veut dire en dehors de toute contrainte. Bon, déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment être totalement en dehors de toute contrainte? Évidemment, un patient ne doit pas être contraint de façon physique à accepter un traitement, ça c'est clair. En revanche, l'influence, elle existe. Et je ne parle pas forcément de l'influence du médecin lui-même, mais il suffit que vous ayez eu quelqu'un dans votre famille ou parmi vos amis qui ait subi le traitement qu'on vous propose et qui vous a raconté que c'était soit génial, soit terrible, vous êtes nécessairement influencé dans vos représentations par ce que vous avez entendu dire. Donc en dehors de toute contrainte, c'est questionnable. Consentement éclairé, ça veut dire bien sûr qu'on a reçu des informations. Alors là, c'est une pointe pour les docteurs, mais évidemment, les médecins donnent des informations. Ce qui est plus difficile, c'est de vérifier si l'information a été comprise. Et ça, il ne suffit pas de demander aux patients, je pense que vous le savez bien, avez-vous compris? Ne serait-ce que parce qu'il y a un effet blouse blanche. Et qu'on va dire oui, on a compris, parce qu'on n'ose pas trop dire qu'on n'a pas compris. Bon, évidemment, je caricature. Mais n'empêche que l'effet blouse blanche, il est avéré, hein, il y a eu des études là-dessus. Un dernier point sur le consentement, vous voyez que c'est une liberté qui est juste la liberté de dire oui ou non. C'est-à-dire que ce n'est pas le patient, puisqu'on parle d'un contexte médical, qui a l'initiative. C'est le médecin ou le corps soignant, le corps médical qui a l'initiative, qui propose quelque chose, et mon avis vient en second, je dis oui, je dis non. Donc c'est une définition de la liberté qui est assez restreinte. Deuxième définition de la liberté, c'est celle qui s'appelle l'autodétermination, c'est la capacité à se déterminer par soi-même, c'est-à-dire la capacité à faire des choix
par soi-même et pour soi-même. Il y a un courant qui s'appelle l'éthique minimaliste qui défend l'autodétermination en disant finalement la seule limite à ma liberté, c'est le tort potentiellement causé à autrui. Sinon, je suis libre de tous mes choix, de faire vraiment ce que je veux, tant que mes décisions ne causent pas de tort à autrui. Alors, vous voyez que un des éléments de cette définition de la liberté, l'autodétermination, c'est une façon de penser la liberté qui va chercher vraiment à se mettre à part, à se préserver du regard des autres et de l'intrusion de qui que ce soit mes amis, mes connaissances et a fortiori l'État. C'est-à-dire, ce n'est pas aux lois de dire ce qui est bon pour moi, ce n'est pas à l'État de déterminer ce qui est bon ou mauvais pour moi, je suis seul juge de ce qui est bon pour moi. Et un dernier élément qui caractérise l'autodétermination, c'est que c'est une liberté qui est vraiment pensée comme indépendance. Je suis indépendant des autres pour faire mes choix qui ne concernent que moi. Soit, mais comme le dit très joliment un poète anglais, John Donne, nul n'est une île. Autrement dit, ma vie n'est jamais totalement isolée de la vie des autres. Ma vie n'est jamais isolée des autres. Et là, ça nous conduit à une autre manière de définir la liberté, qui est ce que d'aucuns appellent l'autonomie relationnelle. C'est une définition de la liberté qui prend acte de l'interaction des libertés. Dans la vie, je ne suis pas seule, c'est un fait. Ce que je décide pour moi aura toujours, de façon proche ou éloignée, des conséquences pour d'autres personnes. Alors, une illustration de ça qui est un peu extrême, mais qui est très parlante, c'est l'exemple du suicide. On sait bien qu'une personne qui décide de mettre fin à ses jours, évidemment, son acte aura des conséquences pour elle. Et je ne discute même pas de savoir si son acte est totalement libre ou pas. Les psychiatres discutent de ça, mais ce n'est pas l'objet. Mais vous savez très bien qu'une personne qui met fin à ses jours, son acte aura des conséquences pour son entourage, pour sa famille, pour ses proches, et plus largement, on peut penser pour la société, pour son employeur, etc., etc. Donc, les décisions que je prends pour moi ont des conséquences non seulement pour moi, mais pour les autres. Autrement dit, nous vivons dans une situation d'interdépendance. Et puis, ce que je suis devenu, mais ce que je fais même aujourd'hui dépend toujours pour une part des autres. Ce que je suis devenu aujourd'hui dépend des soins que j'ai reçus de mes parents, de soignants quand j'étais enfant, de mon l'éducation que j'ai reçue, mais aussi le fait d'avoir pu me rendre à Vannes pour cette soirée, ça dépend de l'existence d'un conducteur de train, ça dépend de la possibilité des transports en commun, etc., etc. Tout ce que nous faisons finalement dans notre vie pour nous dépend aussi, au moins pour une part, d'autres personnes. Donc cette définition de la liberté comme autonomie relationnelle, elle va vraiment valoriser la dimension relationnelle de notre existence. Ce que je fais, je le dois pour une part aux autres, ça influence pour une part les autres. Vous voyez que selon les conceptions de la liberté qu'on se donne, qu'on a, on va aussi avoir des représentations de la société et des fonctions de la société différentes. Quelle est la représentation de la société qui est liée à la liberté comme autodétermination ? Eh bien, c'est une société qui va être davantage au service des aspirations de l'individu. On va demander à la société de maintenir une égalité, un égal accès à toutes les possibilités pour toutes les personnes. Et on va être plutôt du côté de la revendication d'un droit à accéder à ceci, d'un droit à accéder aux techniques de l'assistance médicale à la procréation, par exemple, un droit à l'enfant. Donc on est plus sur le mode d'une revendication personnelle. Du côté de la liberté comme autonomie relationnelle, l'image qu'on a de la société, c'est davantage une société qui est là pour favoriser le lien social et le bien commun. Donc, concomitamment, c'est une image de la société qui va être d'abord basée sur une aspiration à la solidarité, une attention aux plus fragiles. Et là, on se situe plutôt sur le terrain d'un droit de. Donc, par exemple, on va davantage parler, vous l'avez montré tout à l'heure, des droits de l'enfant, avec l'idée d'une protection des plus vulnérables.
Voilà un peu, vous voyez, comment conception de la liberté et conception de la société sont intriquées. Non, ça ne va pas du tout, je ne vais pas dans le bon sens. Hop. Voilà. Une autre chose qui est sous-jacente sur les questions de l'assistance médicale à la procréation, c'est dans quelle définition, dans quelle conception du corps on se situe. Soit on va être davantage à dire j'ai une libre disposition du corps, mon corps, j'en fais ce que je veux, et du coup, qu'est-ce qu'on entend à propos du corps quand on dit ça? On entend du corps que mon corps, c'est comme une chose qui est à ma disposition, comme un objet dont je peux faire ce que je veux. La question qu'on peut poser, c'est est-ce que mon corps est un objet comme un autre? C'est-à-dire, je ne peux pas non plus laisser mon corps, me séparer de mon corps comme je laisse la voiture au garage ou mon manteau au vestiaire. Donc même si le corps est un objet dont je dispose librement, ce n'est pas un objet comme un autre. Et puis si je dis mon corps, j'en fais ce que je veux, ça sous-entend que je peux me séparer de lui, je peux avoir... Mais c'est qui ce je? C'est mon esprit, c'est ma volonté? Oui, il y a un certain nombre de questions. Une autre conception du corps, c'est ce que certains philosophes appellent le corps vécu, c'est-à-dire, au fond, le corps comme personne. Il y a une unité qui est vraiment pensée, une unité, une identité. C'est par l'expérience de mon corps que se constitue mon identité. Je ne peux pas me séparer de mon corps, je ne peux pas séparer mon identité de ce qu'est mon corps, qui est façonné par toutes les perceptions, les sensations dès la petite enfance. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de personne sans son corps, en quelque sorte. Mon corps, c'est moi. Et puis, enfin, il y a des représentations de la médecine qui sont différentes dans ces questions et ces débats qu'on peut avoir. Soit on considère que la fonction de la médecine, c'est d'avoir un objectif thérapeutique, c'est-à-dire de maintenir ou restaurer la santé, et c'est le cas dans le cadre législatif français actuellement, c'est-à-dire que les techniques médicales doivent pallier un dysfonctionnement pathologique qui a été diagnostiqué comme tel. On se situe donc, la vision de la médecine, c'est celle d'une alliance thérapeutique avec une forme de réciprocité, de partenariat en tout cas, entre les patients et les médecins ou les équipes soignantes. On est un petit peu dans le modèle d'Hippocrate, Hippocrate qui disait le soin, c'est une lutte commune du patient et du médecin contre la maladie. Donc là, il y a vraiment ce côté alliance thérapeutique. Une autre représentation possible de la médecine, c'est de demander à la médecine d'avoir une fonction sociétale, c'est-à-dire d'institutionnaliser et de rendre accessible à tous ce qui est techniquement possible. Ce qui est, par exemple, l'assistance médicale à la procréation pour toute personne, enfin toute femme. Voilà. Là, du coup, on est sur le mode de la revendication que la médecine aille plus loin que son rôle thérapeutique, qu'elle vienne plutôt comme une prestation de service, et on va être dans l'ordre d'un contrat qui peut ressembler à un contrat commercial. Il y a une question aussi qui se pose derrière ces deux représentations de la médecine, c'est quelle définition on se donne de la souffrance, plus exactement de quel type de souffrance on parle. C'est-à-dire, quand on attribue à la médecine un rôle davantage thérapeutique, les souffrances dont il est question vont être des souffrances physiques ou psychiques. Quand on demande à la médecine d'avoir un rôle sociétal, on va englober des souffrances de type existentiel ou des souffrances de type social. Ah, donc, on est aussi sur une reconfiguration de la définition de l'extension de la souffrance. Et puis, je vais pas en parler, ça a été évoqué aussi, c'est jusqu'où est-ce que l'assurance maladie peut agir aussi dans le contexte médical. On est aussi sur un terrain de représentation diverse de la famille et de l'identité. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, ça a été évoqué là. Simplement, vous voyez que l'identité et la famille ne seront pas exactement les mêmes selon qu'on se place du point de vue de la procréation, selon qu'on se place du point de vue de la filiation. Et puis, vous voyez qu'il y a des tas de manières possibles d'être mère, mère génétique, mère génitrice, mère d'intention, mère au sens juridique, ou d'être père, géniteur, père social, père biologique, père au sens juridique. Pour conclure,
Vous avez entendu que dans mon petit topo, j'ai fait appel, finalement, j'ai évoqué un certain nombre de valeurs qui sont là sur la diapo. La responsabilité, la liberté, l'égalité, la gratuité, la valeur du soin, l'attention aux plus fragiles, la solidarité. Ce qui me semble important dans les choix de société, c'est-à-dire aussi dans les orientations des lois de bioéthique, c'est de pouvoir continuer à se référer à plusieurs valeurs, même si elles entrent en débat, en confrontation. Et j'allais dire, justement parce qu'elles peuvent entrer en confrontation, parce que ça nous oblige à réfléchir, parce que ça nous oblige à nous déplacer, parce que ça nous oblige à entendre des positions différentes des nôtres. Si on prenait toutes les décisions, si on émettait toutes les lois au nom d'une unique valeur, alors là, ce serait inquiétant. Parce qu'on serait dans quelque chose comme une situation de totalitarisme des valeurs. Donc, préserver la diversité des valeurs, pouvoir en discuter, pouvoir entrer en discussion au nom de plusieurs valeurs, c'est ce qui me semble être le sceau d'une société démocratique. Donc, à bientôt pour la discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Agatha Zielinski. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette première partie de cet échange avec ces experts qui vous ont donné leur regard à la fois médical, juridique et philosophique. Nous allons marquer un quart d'heure de pause. Des rafraîchissements sont prévus. Et revenez évidemment avec tous les questionnements qui seront les vôtres pour la deuxième partie de cet échange. Merci à tous.